Le puits à eau de Woodingdean. Il a beau détenir le titre de puits creusé à la main le plus profond du monde, ce n'est à première vue qu'un petit puits couvert dont tu ne supposerais même pas l'existence. Il est situé quelque part près de Brighton et Hove en Angleterre. Malgré son apparence discrète, il est aussi profond que l'Empire State Building est haut, 390 mètres sous la surface de la Terre. Alors jette une pièce et fais un vœu. Au milieu du 19e siècle, une puissante corporation voulait construire une nouvelle usine dans une zone connue aujourd'hui sous le nom de Elm Grove. Ils ont décidé d'y ajouter une école industrielle pour les jeunes. Elle a été créée pour ceux dont les parents travaillaient à l'usine. Et son but était d'enseigner aux jeunes les habitudes de l'industrie. La corporation voulait fournir de l'eau à sa nouvelle institution, si bien qu'ils ont creusé un nouveau puits. Il était trop coûteux d'amener de l'eau courante depuis le réseau d'eau voisin. Ils voulaient d'abord creuser un puits de 2 mètres de large, bordé de briques, jusqu'à environ 122 mètres de profondeur. C'est là qu'ils pensaient trouver la nappe phréatique souterraine. Ils ont creusé pendant 2 ans, et le puits a fini par dépasser la profondeur initialement prévue, mais ils n'ont toujours pas trouvé d'eau. Ils pensaient avoir manqué la source. Alors, ils ont commencé à creuser horizontalement dans 4 directions différentes. Mais après de nombreuses heures de travail et de multiples tunnels, toujours rien. Pendant les 2 années suivantes, ils n'ont pas arrêté de creuser. Les ouvriers descendaient des échelles branlantes à des centaines de mètres sous la surface, éclairés seulement par la lumière des bougies. Ils n'utilisaient que des outils manuels pour charger leurs seaux de terre et les faisaient remonter à la surface. Puis, ils utilisaient des briques que d'autres ouvriers envoyaient d'en haut pour tapisser l'intérieur étroit. La chaleur en bas était intense. Ils ne pouvaient respirer que grâce à des moteurs à vapeur qui pompaient l'air à travers des tuyaux. Après 4 ans d'excavation, ils sont arrivés à une profondeur de 392 mètres, dont 259 sous le niveau de la mer. À ce moment-là, l'eau a finalement percé la surface. Mais pendant qu'elle remontait, les ouvriers essayaient de s'échapper des tunnels. Il leur a fallu 45 minutes pour se frayer un chemin dans un puits aussi profond. Cela a coûté cher et l'entreprise a fait d'énormes efforts pour ce puits. Pourtant, il n'a été utilisé que pendant 4 ans, avant d'être abandonné en faveur d'un autre, plus pratique. Un mur de briques et de silex de 60 cm de haut entoure désormais le puits de Woodingdean. Il y a aussi un couvercle en métal qui recouvre son ouverture pour que les gens ne tombent pas dedans, ce qui donnerait certainement l'impression d'un voyage au centre de la Terre. Il a fallu 20 ans à une équipe de recherche pour forer le trou de forage super profond de Kola. Celui-ci a une profondeur de plus de 12 000 mètres, et malgré une telle profondeur, ils n'ont jamais vraiment atteint le manteau. L'outil de forage, appelé trépan, n'a fait qu'environ 1/3 du chemin total à travers la croûte jusqu'au manteau. La chaleur était insensée, ce qui a rendu l'opération encore plus difficile. De plus, la foreuse s'est coincée dans une roche, si bien que tout le projet a finalement été abandonné en 1989. La péninsule de Kola est située au-delà du cercle polaire arctique. Les forêts, les lacs, la neige et les brumes mystérieuses transforment cette région en un décor de contes de fées. Mais au milieu d'un bâtiment en ruine, tu pourras voir un long capuchon métallique rouillé. Il est encastré dans le sol en béton et fixé par des anneaux épais de boulons métalliques. C'est tout simplement le trou artificiel le plus profond de notre planète. La mine de Bingham Canyon, près de Salt Lake City, dans l'Utah, est tout aussi impressionnante. Les gens la connaissent plutôt sous le nom de mine de cuivre de Kennecott. Elle s'étend sur 8 km² et a produit plus de cuivre que ce que toutes les autres mines du monde ont produit dans l'histoire. Elle a été ouverte au début du XXe siècle et appartient aujourd'hui à une grande société multinationale. En 2010, ils ont même déclaré qu'ils aimeraient creuser davantage la mine et l'approfondir de 91 mètres supplémentaires. La mine de Bingham Canyon a tellement de routes que si tu pouvais les étirer en une seule grande route, elle pourrait aller de Salt Lake City jusqu'à Denver. Il y a eu un énorme glissement de terrain en avril 2013 dans cette zone, si puissant qu'il a même provoqué ses propres tremblements de terre. C'est la mine à ciel ouvert la plus profonde du monde, si profonde que les astronautes peuvent la voir depuis l'orbite de la Terre. Les humains ont commencé à creuser vers le manteau de la planète dans les années 1960. C'est à ce moment-là que les scientifiques américains ont inauguré un projet qu'ils ont appelé Projet Mohole. Le projet a reçu son nom de l'homme qui avait trouvé la limite entre le manteau et la croûte de la Terre. L'équipe n'a pas foré sur Terre, mais depuis un bateau dans l'océan.
La croûte est en effet plus mince au fond de l'océan, mais elle est malheureusement la plus mince dans les zones où l'océan est le plus profond. Les chercheurs foraient à côté de l'île de Guadeloupe, qui se trouve au large de la côte ouest du Mexique. En Inde, il existe une fosse à la taille impressionnante et à l'histoire étonnante. Dans une région ravagée par la sécheresse, un homme a fait l'impossible. Il a creusé un puits en seulement 40 jours. Sa femme n'avait pas le droit de tirer de l'eau d'un puits qui se trouvait dans le village à cause de la caste à laquelle ils appartiennent. L'homme a alors décidé de creuser un puits tout seul et de fournir une source d'eau à sa famille et à la communauté. Personne ne croyait que c'était possible, mais il a pris sa pelle et a creusé jour après jour, avant de se rendre au travail chaque matin, et plus tard dans la soirée après avoir terminé son travail. 40 jours plus tard, il est enfin arrivé à l'eau et a prouvé que certaines personnes sont capables de repousser leurs limites mentales et physiques pour réaliser l'impossible. Imagine à quel point il est difficile de creuser une mine à la main. Sans parler d'une très large mine, où l'on extrayait les diamants sans aucune machine. Il en existe une en Afrique du Sud, dans la province de Kimberley. Une cheminée géologique s'y est formée après une percée de gaz dans la croûte de notre planète. La cheminée a été nommée Kimberlite, d'après son emplacement, comme d'autres dans cette région. Elle a la forme d'une assez grosse carotte. Sa partie supérieure conique se rétrécit à mesure qu'elle s'enfonce, se transformant en une veine à la fin. 1878 est l'époque où la fièvre du diamant a gagné la ville de Kimberley. Près de 50 000 personnes exploitaient et extrayaient plus de 20 millions de tonnes de terre en utilisant uniquement leurs pioches et leurs pelles. La zone était de près de 170 000 mètres carrés. Ils ont creusé jusqu'à 240 mètres de profondeur entre 1871 et 1914 et ont extrait d'énormes quantités de diamants, d'une valeur de plus d'1 milliard de dollars. Cette mine est devenue un lac artificiel. Aujourd'hui, c'est le site le plus pittoresque de la province. Pour finir, le cratère de Darvaza est l'un des endroits les plus uniques au monde. C'est un trou brûlant qui a été creusé il y a plus de 40 ans. Ce cratère béant s'est ouvert dans le désert du Turkménistan. Il était très probablement la conséquence d'un accident de forage. Les géologues y ont ensuite volontairement mis le feu car ils avaient peur que tous ces gaz nocifs aient un impact négatif sur l'environnement. Alors, ils ont voulu les brûler. Ils voulaient aussi empêcher la propagation du méthane après que le sol sous la plateforme de forage s'est effondré en une cavité. Il y a donc maintenant un trou de 30 mètres de profondeur. Ils pensaient que le cratère ne brûlerait que pendant quelques semaines environ, mais ils avaient tort. Il s'avère qu'il brûle depuis plus de 40 ans maintenant. Mais ce n'est pas si grave. Le trou ardent a fini par se transformer en un endroit assez populaire qui attire de nombreux touristes. Et l'endroit ressemble à un portail vers le noyau de la Terre. Alors, prépare tes chamallows. Il n'y a pas grand-chose à faire en Antarctique à part des travaux scientifiques. Tu pourrais observer la faune, les manchots et les adorables phoques, et tu pourrais voir de temps en temps une baleine nager dans les environs. L'Antarctique est un immense territoire qui n'est habité que par des scientifiques et des chercheurs venus du monde entier. Ces scientifiques ont creusé un trou à travers une couche de glace assez épaisse en vue d'étudier l'air ancien et la façon dont l'atmosphère se purifie. Ils ont utilisé une foreuse qui leur a permis de creuser un trou cylindrique à 140 mètres sous la surface. Cette glace, à certains endroits, peut être vieille de 800 000 ans et constitue un bon indicateur de ce qu'était le climat par le passé. C'est comme quand on consulte les cernes d'un arbre afin de connaître son âge, sauf que c'est plus compliqué que ça. Après avoir creusé sans difficulté, ils ont décidé de laisser tomber de la glace au fond du trou pour voir ce qui se passerait. Et ils ont entendu des sons vraiment inhabituels. Ils avaient l'impression d'être dans un vaisseau traversant un espace semé d'obstacles, avec de nombreux rochers se fracassant les uns contre les autres. Les sons changeaient à mesure que tombait rapidement le bloc de glace, passant de l'aigu à un son plus grave qui ressemblait à un battement de cœur. Cela a grandement déconcerté nos scientifiques, qui ont jeté un autre morceau de glace dans le trou et ont découvert que le même type de son se produisait, mais avec quelques variations. Ils ignoraient ce qui se trouvait sous la glace et, plus important encore, ce qui produisait ces sons.
L'Antarctique compte un grand nombre de volcans dont beaucoup se trouvent sous des couches de glace super épaisses. Les chercheurs ont découvert 91 volcans et affirment qu'il pourrait y en avoir d'autres, ce qui en fait potentiellement la région volcanique la plus étendue du monde. Alors qu'ils effectuaient des travaux de recherche ordinaires, ils sont tombés sur tout un tas de formations souterraines coniques, ne laissant pas place au doute. Certaines de ces formations étaient enfouies jusqu'à 3 km sous la glace. Certains pics faisaient plus de 914 mètres de haut et des dizaines de kilomètres de large. Mais à la surface, tout était lisse et blanc. Il est possible qu'ils aient jeté leurs blocs de glace dans le cratère d'un volcan se trouvant sous leurs pieds. Mais c'est peu probable. Même si la présence de volcans souterrains a été découverte par accident, il y a peu de chances qu'ils aient installé leur base directement au-dessus de l'un d'eux. Plus vraisemblablement, ils travaillaient dans une zone où l'étude des climats anciens est plus facile et moins dangereuse qu'ailleurs. Ils collectent des échantillons de glace et les étudient dans un laboratoire. Un peu comme d'autres découvrent un insecte préhistorique incrusté dans de l'ambre depuis des millions d'années, nous renvoyant à l'époque où les dinosaures parcouraient encore la Terre. Mais au lieu de petits insectes, ces scientifiques étudient la poussière ancienne, les bulles d'air, les sels marins, les cendres volcaniques et tout ce qui peut provenir de l'environnement. Ils peuvent ainsi savoir comment était le climat à une époque donnée. Ces échantillons de glace pourraient montrer que la calotte glaciaire occidentale de l'Antarctique a fondu lorsque le climat de la Terre s'est réchauffé. Si c'est le cas, il est probable que cela se reproduise. Cela aurait pour conséquence l'augmentation du niveau des mers qui affecterait les villes côtières et les petites îles isolées. Mais les scientifiques ne sont pas encore sûrs de ce qu'ils avancent, malgré certaines preuves à l'appui. L'étude d'un échantillon de glace peut prendre une semaine ou un an, selon ce qu'ils y trouvent. Ils écrasent ou font fondre l'échantillon petit à petit, et comme pour les cernes des arbres, plus la couche est profonde, plus on remonte dans le temps. Pour étudier les anciennes bulles piégées dans la glace, les chercheurs doivent broyer les échantillons sous une hotte à vide et les en extraire, puis les stocker dans des flacons. Il existe divers instruments et appareils pour l'étude des échantillons de glace, mais comme ils sont très fragiles, toutes les analyses doivent être effectuées dans une salle stérile afin que le matériel ne soit pas contaminé. Les scientifiques doivent porter des combinaisons et des gants et l'air doit être constamment renouvelé. Même quelque chose d'aussi minuscule et insignifiant qu'une empreinte digitale peut anéantir un échantillon. Ils recherchent certains motifs qui leur laisseront entrevoir les changements dans la composition et la température de l'atmosphère. Mais faire tomber un bloc de glace dans un trou n'est pas si grave. S'il émet un son particulier, c'est pour la même raison que le son du klaxon d'une voiture en mouvement est différent de celui d'une voiture à l'arrêt. Le terme scientifique pour cela est l'effet Doppler. Il s'agit du changement de fréquence d'une onde observé quand la distance entre la source et le récepteur varie. Cela ne signifie pas que la fréquence du son change vraiment, elle ne fait que se décaler. Il se passe la même chose avec d'autres types d'ondes, comme celle de l'eau ou de la lumière. Mais pour l'observation de l'effet Doppler, les ondes sonores sont ce qu'il y a de mieux. Donc, quand les scientifiques ont laissé tomber leur bloc de glace au fond du trou, les ondes sonores sont remontées et se sont répercutées sur la paroi du cylindre qu'ils avaient creusé. Voilà pourquoi ils ont entendu un son aussi étrange. N'oublions pas que ce bloc de glace avait voyagé à 140 mètres sous la surface. Les navires pétroliers creusent dans la croûte océanique des trous de plusieurs milliers de mètres. Le forage profond de Kola, en Russie, est le trou le plus profond jamais réalisé par l'homme. Il s'enfonce à plus de 12 200 mètres sous la surface, et il a fallu presque 20 ans pour atteindre ces 12 km. Juste au-dessous, on n'est qu'à mi-chemin du manteau terrestre. Par rapport à la taille de la planète, ce trou très profond ne fait littéralement que gratter la surface. Il n'était pas fait pour l'extraction de pétrole et il ne se trouve pas dans l'océan. Le forage a été arrêté en 1992 lorsque les ingénieurs ont découvert que les températures étaient de 37 degrés supérieures à ce qu'ils avaient prévu. Ils l'ont donc abandonné et il ne sert à présent plus à rien. Mais c'est le trou le plus proche du centre de la planète que nous ayons jamais creusé. Et le plus effrayant, c'est que certains des ouvriers entendaient des voix venant de l'intérieur. À Beyrouth, au Yémen, il y a un trou ancien au milieu du désert. Il est en fait plus proche d'Oman que de la capitale Sanaa. Ce trou plonge les habitants comme les experts dans une grande perplexité. Contrairement aux trous de Russie et d'Antarctique, celui-ci n'a pas été créé par l'homme. Ou peut-être que si. Il existe depuis de nombreuses années et les habitants s'efforcent de l'éviter. Ils n'aiment même pas en parler, car ils affirment qu'il porte malheur à ceux qui s'en approchent ou à quiconque prononce son nom.
Ils prétendent qu'il s'agit d'une prison pour esprits, mais nombreux sont ceux qui rejettent cette thèse. Ce trou fait 30 mètres de large et entre 100 et 200 mètres de profondeur. Et il s'en échappe aussi des sons très étranges. Mais d'après les scientifiques, ce puits n'est pas ventilé et il n'y a donc presque pas d'oxygène au fond. Ainsi, il est peu probable que quelqu'un ou quelque chose vive à l'intérieur. Des grondements profonds ont été enregistrés dans le Challenger Deep de la fosse des Mariannes en mars 2016. Certains de ces bruits ont même été suivis de ce qui ressemblait à des cris perçants. Les chercheurs ont enregistré ces sons en l'espace de quelques semaines à l'aide d'un microphone encastré dans du titane afin que l'immense pression ne le réduise pas en miettes. Et ils l'ont fait descendre extrêmement lentement, car la pression est 1000 fois supérieure à cet endroit qu'au niveau de la mer. Pendant 23 jours, le microphone a enregistré le son des baleines et celui des bateaux, et même le grondement des tremblements de terre. Mais ils n'ont pas pu déterminer ce qui avait causé ces premiers sons. Ils ne savaient pas si ces bruits avaient une source naturelle ou s'ils étaient produits par les humains. Ils voulaient aussi savoir si ces sons affectaient la vie marine, comme les dauphins et les baleines qui dépendent de l'écolocation. Mais ils n'ont pas trouvé de réponse. Les scientifiques estiment que l'océan est environ 10 fois plus bruyant qu'il y a 50 ans. Avec le développement des technologies de navigation, les sous-marins et les constructions sous-marines, l'océan est de plus en plus bruyant avec le temps. Les aurores boréales s'accompagnent elles aussi de sons dont personne ne parle. On les entend généralement au moment où l'intensité des aurores est au plus haut. Les scientifiques ignorent d'où viennent ces claquements et crépitements lointains, mais à l'aide de microphones spéciaux, ils ont pu localiser ces sons à une hauteur de 70 mètres au-dessus du sol, ce qui est plutôt bas. Ils sont en vérité causés par des charges électriques très puissantes dans certaines zones du ciel. Les orages magnétiques, qui sont à l'origine des aurores, viennent perturber l'électricité atmosphérique. En conséquence, de minuscules étincelles éclatent dans le ciel, ce qui provoque des claquements et ce faible... Je voudrais t'emmener dans un endroit qui semble être hors du commun. La vie à l'intérieur de cette grotte a été isolée du monde extérieur pendant environ 5,5 millions d'années. Et cela se voit. Tu peux d'ailleurs t'en rendre compte par toi-même. En raison d'un isolement aussi long, les conditions à l'intérieur de la grotte de Mauville sont inégalées sur notre planète. On y trouve un écosystème exceptionnel, même si la lumière du soleil manque cruellement à l'intérieur de la grotte et que l'air y est toxique. La grotte, située à quelques kilomètres à l'ouest de la mer Noire en Roumanie, a été découverte pour la première fois en 1986. Aujourd'hui, on ne peut la visiter qu'avec une autorisation spéciale. De plus, les cavernes centrales sont gardées naturellement par d'étroits tunnels de calcaire et des puits verticaux. Si tu es claustrophobe, tu ferais mieux de ne pas entrer dans cet endroit. Dans les profondeurs de la grotte, l'air contient 2 fois moins d'oxygène que l'air extérieur. En revanche, il renferme beaucoup de dioxyde de carbone et de sulfure d'hydrogène. Ce n'est donc pas l'air le plus frais que l'on puisse respirer. Il fait également nuit noire à l'intérieur de la caverne. Mais malgré, ou plutôt grâce à, ce cocktail de conditions extrêmement difficiles, le site est une véritable mine d'or pour les biologistes. Il est surprenant de constater que la vie semble y être en plein essor. Lors d'une étude réalisée en 1996, les scientifiques ont identifié 48 espèces, dont 33 étaient propres à la grotte. La plupart des créatures qui peuplent la grotte sont minuscules, avec de longs membres et des antennes qui les aident à se diriger dans l'obscurité. Ces créatures sont incapables de voir et n'ont pas de pigments, et c'est logique. Pourquoi avoir besoin de voir si l'on vit dans l'obscurité totale? Et pourquoi avoir besoin d'être beau et coloré si personne ne peut vous voir? Je vais maintenant te faire découvrir une autre grotte, qui n'est pas moins étonnante, mais dont l'aspect est très différent. Il s'agit de la grotte des cristaux géants, ou grotte des cristaux, au Mexique. Ces cristaux gigantesques ont été découverts en 2000 par une société minière après que l'eau a été pompée hors de la grotte. 2 mineurs ont vu les cristaux après avoir pénétré à pied dans la grotte asséchée. Ces cristaux impressionnants sont en fait d'énormes piliers de gypse cachés à 300 mètres sous terre. Ils sont ancrés dans les murs et dans le sol de la grotte brûlante. Les scientifiques estiment que les cristaux pourraient avoir poussé pendant un demi-million d'années. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux sont si longs et si larges que l'on peut marcher dessus. Malheureusement, il est impossible de visiter cette merveille de la nature pour le moment. Mais c'est peut-être mieux ainsi, car la grotte des cristaux est un endroit dangereux qui peut facilement se transformer en piège. Pendant des dizaines de milliers d'années, elle a été remplie d'eau souterraine qui, à la base, a été poussée vers le haut dans l'ouverture par une chambre magmatique située dans les profondeurs de notre planète.
Le magma sous la grotte maintenait l'eau chaude, mais la température de l'eau a fini par descendre en dessous de 58 degrés Celsius. En conséquence, l'eau a commencé à se remplir de calcium et de sulfate, dont les particules devenaient petit à petit du gypse. C'est alors que des cristaux de couleur blanche ont envahi la grotte. Et comme ils sont restés sous l'eau, ils ont pu continuer à croître. Il n'est pas nécessaire de s'envoler dans l'espace pour observer un trou noir de plus près. Des scientifiques ont trouvé quelque chose de très similaire au trou noir dans l'océan Atlantique Sud. L'attraction gravitationnelle d'un trou noir est tellement énorme qu'une fois que quelque chose est attiré à l'intérieur, il n'a aucune chance de s'en échapper. Même la lumière ne peut pas sortir d'un trou noir. Les trous noirs océaniques semblent presque aussi puissants que leurs homologues de l'espace. Mais au lieu d'attraper la lumière, ils font de même avec l'eau. Les tourbillons océaniques sont des tourbillons massifs qui tournent à contre-courant. Ils brassent généralement des milliards de tonnes d'eau, et la plupart d'entre eux sont plus grands qu'une ville. Ces tourbillons sont si puissants que rien de ce qui est piégé par eux ne peut s'échapper. Mais le plus effrayant, c'est que tu risques de ne même pas remarquer que tu te diriges vers l'un d'entre eux. Ces choses sont si énormes que tu n'en verras les limites que lorsqu'il sera trop tard. Lorsque les scientifiques ont commencé à explorer les tourbillons océaniques à l'aide de satellites, ils ont découvert les limites de plusieurs tourbillons. Ils ont ensuite réussi à prouver que, mathématiquement, ces tourbillons sont identiques aux mystérieux trous noirs de l'espace. Les tourbillons massifs sont entourés de barrières très étanches, où les fluides se déplacent en boucles fermées. Même l'eau ne peut sortir de l'intérieur de ces boucles. C'est pourquoi les tourbillons océaniques serrés jouent sur le rôle d'énormes conteneurs. L'eau qui s'y trouve peut être totalement différente de l'océan qui entoure un tourbillon. Et je ne parle pas seulement de sa température. La teneur en sel à l'intérieur et à l'extérieur d'un tourbillon est souvent différente. Sur la fine langue de terre de Courlande qui sépare la mer Baltique de la lagune de Courlande, se trouve l'un des endroits les plus étranges de la planète. Les habitants de la région l'appellent la forêt dansante, car les pins de cette forêt ont des formes étonnamment inhabituelles. Ils se tordent en spirale et en cercle le long du sol. Il existe bien sûr des théories pour expliquer ce phénomène. Certains prétendent que d'énormes quantités d'énergie positive et négative se sont jadis affrontées à cet endroit. D'autres, plus terre à terre, pensent que la raison est géologique. Le sol sablonneux de la région est trop instable pour permettre aux arbres de pousser à la verticale. L'idée la plus répandue est que les vents forts soufflant de l'eau influencent la forme des arbres. Quoi qu'il en soit, les experts n'ont pas encore tiré de conclusion définitive. Regarde ces agroglyphes sous-marins. Ils ont été repérés pour la première fois en 1995, près de la côte sud du Japon. Les plongeurs locaux ont appelé ces structures de 2 mètres de large des cercles mystérieux. L'énigme est restée dans les esprits pendant près de 16 ans, jusqu'à ce que le coupable soit enfin démasqué. Imagine la surprise des chercheurs lorsqu'il s'est avéré qu'il s'agissait d'un poisson globe mâle. Le poisson a besoin d'un peu plus d'1 semaine pour construire un cercle, et l'esthétique est évidemment cruciale. Un mâle nage à l'intérieur du cercle, creusant des vallées dans le sable avec ses nageoires. Mais ce n'est pas tout. Les poissons utilisent également des coquillages et des coraux pour décorer certaines parties de leur cercle. Toute cette activité de construction d'un cercle a également une utilité pratique. La façon dont le poisson mâle nage pousse le sable vers le centre du cercle et crée un monticule qui servira plus tard de nid. Le prochain mystère de notre liste se trouve dans les Caraïbes. Au large des côtes du Belize, il y a un gouffre géant. C'est le Grand Trou Bleu. Il mesure environ 305 mètres de diamètre et plus de 122 mètres de profondeur. Il y a très longtemps, ce trou était une grotte. Mais la montée des eaux l'a rempli et il s'est effondré sur lui-même. Plus on descend dans les eaux cristallines du Grand Trou Bleu, plus il devient sombre. On y trouve des tonnes de grottes remplies de stalactites. Mais il est extrêmement dangereux d'y pénétrer, à moins de vouloir se perdre irrémédiablement. Une fois que tu auras atteint une profondeur de 15 mètres, tu remarqueras que l'eau est scintillante. C'est la ligne invisible qui sépare le sommet salé du gouffre de l'abîme d'eau douce. Il serait peut-être bon de faire demi-tour dès maintenant, car qui sait ce que tu pourrais trouver dans ces profondeurs obscures. Une vieille légende amazonienne parlait d'une rivière si chaude qu'elle bouillait. On pensait qu'il s'agissait d'une simple légende jusqu'à ce que le géoscientifique péruvien Andrés Russo se demande si cette rivière pouvait être réelle. Tous les experts ont réfuté cette possibilité. En effet, les rivières bouillantes chaudes existent bel et bien, mais uniquement dans les régions où se trouvent des volcans. Or, il n'y a pas de volcan dans la partie du pays mentionnée dans la légende.
Mais Andrés Rousseau était trop déterminé pour abandonner. En 2011, il a enfin localisé la rivière des légendes. L'eau qu'elle contenait. On ne se rend pas forcément compte à quel point le nom d'Uranus peut être tordant pour un anglophone. Et oui, pour eux, c'est la planète Uranus. Pourtant, les choses auraient pu suivre un autre cours. À l'origine, Uranus devait porter le nom noble et imposant de George en hommage au roi George III, conformément aux souhaits des astronomes. Mais ils ont finalement renoncé à cette idée, et aujourd'hui, Uranus est souvent la cible de moqueries. Si vous calculez le coût total d'une mission spatiale et que vous le rapportez au poids de sa cargaison, vous obtiendrez des chiffres vertigineux. En 2016, d'après les experts, il fallait compter 10 000 $ pour expédier une livre de matériel dans l'espace. Mais désormais, les coûts se sont envolés. Le fret des vaisseaux Cygnus dépasse les 43 000 $ par livre, tandis que les nouvelles capsules de SpaceX affichent un tarif avoisinant les 27 000 $. Vous trouvez excessif de payer 5 $ pour une bouteille d'eau à l'aéroport. Imaginez alors qu'une bouteille d'eau dans l'espace coûterait entre 9 000 et 43 000 $, et cela uniquement pour sa livraison. En ce qui concerne l'eau dans l'espace, elle était autrefois considérée comme une ressource extrêmement rare. Cependant, la réalité est tout autre. De la glace d'eau se trouve un peu partout dans notre système solaire. Il n'est donc pas nécessaire de payer des sommes astronomiques pour une bouteille à 43 000 $. Cette glace se cache dans les comètes, les astéroïdes, et même dans des cratères peu visibles sur Mercure et la Lune. Il reste toutefois incertain que ces réserves soient suffisantes pour soutenir des colonies humaines. Mars, par exemple, recèle de la glace à ses pôles, dissimulée sous la poussière et le givre en surface. De plus petits corps célestes, tels qu'Encelade, la lune de Saturne ou la planète naine Cérès, renferment également de la glace. Les chercheurs de la NASA estiment même qu'il pourrait exister une forme de vie sur Europe, la lune de Jupiter, car sa croûte glacée pourrait bien cacher de l'eau liquide. Bien qu'Europe soit beaucoup plus petite que la Terre, elle pourrait abriter un océan suffisamment vaste pour contenir 2 fois plus d'eau que l'ensemble des océans terrestres réunis. En 2009, des chercheurs étudiant un vaste nuage de gaz et de poussière au cœur de notre galaxie ont fait une découverte des plus surprenantes. Ils ont identifié la présence de formiate d'éthyle dans ce nuage. Cette molécule chimique est à l'origine de la saveur agréable des framboises et dégage un parfum qui rappelle celui du rhum. Par ailleurs, une région voisine regorge d'éthanol, la même substance que l'on retrouve dans les boissons alcoolisées. En fait, il y aurait dans cette région suffisamment d'alcool pour offrir à chaque habitant de la Terre 300 000 pintes de bière quotidienne, et ce, pour le prochain milliard d'années. Aussi étonnant que cela puisse paraître, il existe bel et bien un trou noir sur Terre. En effet, la création d'un trou noir en laboratoire s'est avérée une démarche incontournable. L'observation des trous noirs dans l'espace réel étant encore hors de portée, il n'a été possible de les étudier qu'en les recréant artificiellement dans des environnements contrôlés. Un groupe de scientifiques néerlandais a entrepris d'explorer la mystérieuse théorie du rayonnement de Hawking, développée par le célèbre physicien du même nom. En utilisant des atomes pour simuler un horizon des événements, ils ont manipulé des électrons, ce qui a entraîné une hausse de température évoquant un espace-temps plat. Alors que les particules traversaient des fluctuations quantiques, un anneau de rayonnement infrarouge s'est formé autour du trou noir créé en laboratoire, confirmant ainsi en partie les prédictions de Hawking. Cela peut paraître incroyable, mais il est tout à fait possible d'être allergique à la Lune. Pour résumer, lors de la dernière mission Apollo, les astronautes ont ramené un nombre record d'échantillons de roches. De plus, pour la première fois, un scientifique de métier, le géologue Jack Schmitt, faisait partie de l'équipe. Grâce à ces prélèvements, les chercheurs ont pu approfondir leurs connaissances sur le champ magnétique de la Lune et son passé volcanique. Durant l'expédition, il est apparu que Jack Schmitt souffrait d'une allergie à la poussière lunaire. Cette poudre fine et abrasive s'agrippait à son équipement et à sa peau, provoquant une irritation de ses sinus, de son nez, de ses yeux et de sa gorge pendant plusieurs heures après le retrait de son casque. Les étoiles à neutrons sont d'une densité prodigieuse, se résumant essentiellement à un amas de neutrons comprimés dans un espace extrêmement restreint. Si vous pouviez en prélever une cuillère à café, cette matière pèserait davantage que l'ensemble de la population mondiale réunie. Pour égaler la densité d'une étoile à neutrons, il nous faudrait tous nous comprimer dans un espace aussi minuscule qu'un morceau de sucre. Non merci. Lorsqu'il est question de l'espace,
Nous avons souvent tendance à croire que la Terre et la Lune sont très proches. Pourtant, en réalité, il serait possible d'intercaler l'ensemble des autres planètes de notre système solaire entre elles. La distance moyenne qui les sépare est d'environ 384 000 km. Même en additionnant les diamètres des 7 planètes, il resterait encore un peu d'espace libre, soit environ 8 000 km. En 2011, des scientifiques ont réalisé une découverte révolutionnaire en identifiant un immense réservoir d'eau dans l'espace. Ce volume d'eau, équivalent à 140 000 milliards de fois celui de tous les océans terrestres, suffirait à fournir à chaque personne sur Terre l'équivalent de l'eau contenue sur une planète, multiplié par 20 000. Ce réservoir a été localisé à proximité d'un trou noir massif, connu sous le nom de quasar, qui attirait de la matière tout en émettant de l'énergie. Cette eau s'est formée par des ondes énergétiques ayant provoqué la collision entre des atomes d'hydrogène et d'oxygène et se trouve à environ 12 milliards d'années-lumière de nous. Lorsque le rover Curiosity a immortalisé son premier coucher de soleil sur Mars en 2015, l'excitation des scientifiques était palpable. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, les couchers de soleil sur la planète rouge ne sont pas teintés de rouge, mais d'un bleu saisissant. Selon la NASA, cette couleur résulte de la manière dont la poussière martienne agit comme un filtre naturel, permettant à la lumière bleue de traverser tout en bloquant les tons plus chauds, tels que le jaune, l'orange et le rouge. Vénus tourne beaucoup plus lentement que la Terre. Il lui faut 243 jours pour effectuer une rotation complète sur elle-même, et sa rotation s'effectue dans le sens inverse de celle de notre planète. Malgré cette lenteur, Vénus boucle son orbite autour du Soleil en seulement 225 jours, en raison de sa proximité avec celui-ci. Ainsi, aussi surprenant que cela puisse paraître, une année sur Vénus est en réalité plus courte qu'un jour. Il est facile de croire que le ciel nocturne devrait être entièrement constellé d'étoiles sans aucune zone d'obscurité. Cette idée est connue sous le nom de paradoxe d'Olbers, en hommage à l'astronome allemand Heinrich Wilhelm Olbers. Ce dernier pensait que si l'univers était infini, immuable et éternel, nous devrions effectivement apercevoir des étoiles dans toutes les directions où notre regard se pose. Cependant, il s'avère que l'univers n'est ni infini, ni immuable, ni intemporel. C'est Edwin Hubble qui a découvert que l'univers était en pleine expansion et le rayonnement fossile du Big Bang nous révèle que l'univers a environ 13,8 milliards d'années. Imaginez un instant toutes les bougies d'anniversaire. La raison pour laquelle nous ne voyons pas d'étoiles dans toutes les directions est simple. Certaines d'entre elles sont trop éloignées ou n'ont pas existé assez longtemps pour que leur lumière nous parvienne. Pendant la mission lunaire Apollo 16, Ken Mattingly, le pilote du module de commande, a eu une petite frayeur lorsqu'il s'est aperçu que son alliance avait disparu. L'équipage a cherché désespérément dans tout le vaisseau spatial, sans succès. Ce n'est que le 9e jour, alors que Mattingly effectuait une sortie extravéhiculaire, que la bague a été aperçue flottant près de l'écoutille. Charles Duke a tenté de la rattraper, mais l'a manqué. Par chance, elle a rebondi sur le casque de Mattingly et est tombée dans les mains de Duke. Bien que cette anecdote se soit bien terminée, il reste de nombreux objets abandonnés là-haut, y compris une brosse à dents qui flotte quelque part. Mercure, déjà la plus petite planète de notre système solaire, sans compter Pluton bien entendu, est également la deuxième plus dense après la Terre. Fait surprenant, elle rétrécit et devient encore plus dense. Pendant longtemps, les scientifiques pensaient que la Terre était la seule planète présentant une activité tectonique. Mais tout a changé avec le passage de la sonde Messenger près de Mercure, qui nous a offert un relevé détaillé de la planète. En 2016, Messenger a découvert des formations en forme de falaise, appelées escarpements de failles. Comme elles sont encore relativement petites, les scientifiques estiment qu'elles sont récentes, ce qui suggère que Mercure continuerait de se contracter, 4 milliards et demi d'années après la naissance du système solaire. Il y a une dizaine d'années, l'astronaute italien Luca Parmitano a frôlé la noyade lors d'une sortie dans l'espace, à cause d'une fuite d'eau non résolue. Personne ne comprenait comment l'eau avait pu pénétrer dans son casque. La NASA a mené une enquête qui a duré plusieurs mois sans parvenir à identifier la cause exacte de cette infiltration. Une tempête de neige fait rage. Il a extrêmement froid. Ses jambes s'enfoncent dans la neige jusqu'aux genoux. Joe Labelle, chasseur expérimenté, se fraye un chemin dans la forêt en protégeant son visage face au vent. Toute autre personne serait déjà tombée en criant de désespoir.
Mais pas Joe Labelle. Il peut survivre en toutes circonstances et sait toujours quoi faire. En ce moment, il se dirige vers l'un des villages de l'extrême nord du Canada. Ce petit village est situé au bord du lac Anjikuni. Ses habitants sont des Inuits, peuple indigène d'Amérique du Nord. Joe n'a pas mangé ni bu depuis longtemps. Il a besoin d'une bonne nuit de sommeil et d'un repas chaud. Il espère que les habitants seront hospitaliers. À travers les arbres et la brume blanche, il aperçoit les silhouettes des tentes. De la fumée s'échappe de quelques habitations. Joe arrivera probablement à temps pour le déjeuner. Au moment où il arrive, le vent se calme. Le blizzard a pris fin. Le chasseur accélère et découvre le village au bord du lac gelé. C'est étrange, mais il n'y a d'habitants nulle part. Les gens sont probablement tous chez eux, dans l'attente que le temps s'éclaircisse. « Il y a quelqu'un !» crie Joe, mais il n'obtient aucune réponse. « Tiens, de la fumée s'échappe de cette tente !» Joe signale sa présence, mais personne n'ouvre. Il frappe plusieurs fois, puis entre. La tente est vide. Tout est à sa place. Il y a un morceau de tissu avec des aiguilles et du fil sur la table. Du bois brûle dans la cheminée. On dirait que les gens viennent à peine de partir. Joe entre dans la tente suivante et c'est la même chose. Tout est à sa place, mais il n'y a personne. Joe dépasse les tentes et découvre une fosse où brûlait il y a peu un feu de camp. Au-dessus, il y a une corde à laquelle est suspendu un morceau de viande. Pour une raison ou pour une autre, ils ne l'ont pas mangé. Le lac Anjikuni fait partie d'une chaîne de cours d'eau. Les Inuits y pêchaient et y échangeaient diverses marchandises. D'habitude, il y a beaucoup de monde ici, mais aujourd'hui, quelque chose a forcé les gens à quitter leur maison. Pourquoi ont-ils abandonné toutes leurs affaires et où sont-ils allés? Il n'y a aucune trace autour du village. Tous les traîneaux sont encore là. Les Inuits ont même laissé leurs chiens. Les chiens les aident à chasser et tirent les traîneaux. Personne ne laisserait ses vêtements chauds et ses chiens en partant d'ici, surtout par mauvais temps. Joe Labelle sait tout cela et en conclut que quelque chose de terrible s'est produit. Son corps tremble, non pas de froid mais de peur. Il parcourt le village entier et ne trouve absolument personne. Terrifié, il s'en va, se dirige vers le poste télégraphique le plus proche et envoie un message à la police. Au bout d'un certain temps, les gens commencent à arriver. La police essaie de retrouver les personnes disparues et de comprendre ce qui s'est passé, mais en vain. Près du village, ils trouvent une tombe vide. Lors de la cérémonie, les Inuits ont placé des pierres autour du lieu de sépulture. Ces pierres sont intactes, ce qui signifie qu'aucun animal n'est passé par là. Que s'est-il donc passé? Une trentaine de personnes vivaient dans ce village. Elles ont toutes disparu. Les habitants des villages voisins ne sont d'aucune aide. Ils n'ont aucune idée de ce qui est arrivé. La seule chose que la police a remarquée, ce sont d'étranges lumières bleues. Dans cette région, les aurores boréales sont un phénomène courant. Les habitants de la région aperçoivent souvent une lueur dans le ciel étoilé. Mais aujourd'hui, c'est différent. La lumière clignote. Les chasseurs du coin ont vu quelque chose de similaire. Ils disent que des choses étranges volèrent dans le ciel. Tout cela s'est passé en 1930. Près de 90 ans se sont écoulés depuis la disparition du village et de nombreuses théories ont vu le jour. Selon l'une d'elles, ce serait le fait d'une civilisation extraterrestre. Cette théorie dit que les lumières bleues que les habitants et la police ont vues dans le ciel étaient des vaisseaux spatiaux. On pense qu'au cours d'une nuit sinistre, ces vaisseaux seraient descendus jusqu'au village et auraient emporté tous les habitants. Voilà pour la version science-fiction. Il y a en d'autres, plus réalistes. Des internautes ont découvert que Joe Labelle n'avait pas de permis de chasse. Peut-être n'était-il pas un professionnel après tout et a-t-il tout inventé. Mais à l'époque, peu de chasseurs avaient leur permis. Joe reste donc un témoin fiable. En remontant à la source de toutes ces informations, nous découvrons des livres et quelques articles de journaux des années 30.
Et aucune de ces sources ne vient confirmer que l'histoire mystérieuse du lac Anjikuni est vraie. Cette histoire a-t-elle donc été inventée de toutes pièces? Quittons maintenant les neiges du Canada pour les chaudes plaines de l'Inde. Dans ce grand pays, il existe un village sinistre où des personnes ont également disparu sans laisser de traces. Cela s'est passé dans la première moitié du 19e siècle. Aujourd'hui encore, les habitants évitent cet endroit car ils le croient hanté par des forces maléfiques invisibles. Découvrons donc l'histoire du village de Kuldara. Il est situé dans le district du Rajasthan. Pour vous y rendre, vous pouvez prendre un taxi jusqu'au village ou à la ville la plus proche. Le village est situé loin de toute civilisation, il a l'air désert. Il n'y a que des ruines. On dirait que des archéologues viennent de l'abandonner. Mais il ne s'agit pas d'une cité antique. Le village a été déserté il y a plus de 200 ans. Mais jusqu'à ce moment-là, c'était un endroit prospère. Kuldara était un grand village. Ses habitants étaient pour la plupart des agriculteurs. Ils vendaient leurs produits agricoles. Et puis, une nuit, tout a changé. Les gens ont abandonné leurs maisons et leurs affaires et se sont enfuis. Personne ne sait pourquoi. Et personne ne sait où ils sont allés. On n'a jamais revu les habitants de Kuldara. Hormis les touristes, les visiteurs sont extrêmement rares. Les habitants du coin sont persuadés que le village est maudit et qu'il abrite des activités paranormales. Si vous interrogez les résidents des villes voisines, ou si vous cherchez des informations sur Internet, vous découvrirez quelques légendes. Une version populaire dit que les gens ont quitté le village à cause du manque d'eau. Cependant, cela n'explique pas pourquoi ils sont partis en pleine nuit en abandonnant toutes leurs affaires. Selon une autre version, les villageois se seraient enfuis pour sauver la fille du chef de Kuldara. Un chef voisin était tombé amoureux d'elle et voulait l'épouser. Il menaça les habitants de graves conséquences si la jeune fille le rejetait. Et il leur donna une seule journée pour prendre une décision. Les habitants refusèrent de se plier à sa demande. Par solidarité, ils décidèrent de quitter le village avec le chef et sa fille. Mais si c'est vrai, pourquoi personne ne les a-t-il vus partir? Un autre village a forcément dû les accueillir. En outre, ils auraient eu besoin de leurs affaires. Voilà le point commun entre Kuldara et le lac Anjikuni. Les gens ont quitté un endroit confortable pour une raison inconnue. Une histoire similaire s'est produite en Irlande, dans un petit village de l'île d'Achille. Une quarantaine de maisons de pierre et de paille longeaient la vallée de Kim Bay. Dans des documents datant des années 1830, on mentionne ce village composé de quelques petites bâtisses. Mais aujourd'hui, il n'en reste pratiquement rien, à part quelques morceaux de murs et de petits monticules de terre. Les habitants des localités voisines ne se souviennent pas de ce village. Mais nous le connaissons grâce aux récits des écrivains voyageurs qui ont décrit l'incroyable beauté du lieu dans leurs journaux. Les étudiants de l'école d'archéologie locale ont essayé de trouver des réponses. Ils ont fait des fouilles et ont découvert que les habitants ont certainement dû quitter leur village à cause de la faim ou d'une maladie. Si l'un des nombreux scénarios apocalyptiques possibles se réalise et que l'humanité est éradiquée, une boîte noire racontera à ceux qui viendront après ce qui nous a conduits à notre fin. Cette chambre forte de 10 mètres de long située dans une région reculée de l'ouest de la Tasmanie est censée documenter toutes les erreurs que l'humanité a commises et qui ont provoqué l'apocalypse. Les artistes, architectes et chercheurs à l'origine de la boîte noire de la Terre pensent que cette installation faite d'acier renforcé résistera au feu, à l'eau et à toutes autres catastrophes naturelles. À moins bien sûr que la planète ne soit entièrement détruite. Tout comme les boîtes noires que l'on trouve dans les avions. Cette capsule temporelle est censée aider la civilisation qui suivra la nôtre à éviter le tragique destin de notre humanité. Le projet est entièrement non commercial et porte un message important. La boîte sera remplie de disques de stockage et sera connectée à l'Internet. Des panneaux solaires sur le toit l'alimenteront en électricité
et des batteries assureront le stockage d'une énergie de secours. Chaque fois que le soleil brillera dans le ciel, la boîte noire mettra à jour ses données scientifiques. Un algorithme triera ces données afin de ne sauvegarder que les informations pertinentes pour le projet. On mesurera les températures terrestres et marines, l'acidification des océans, l'extinction des espèces, l'utilisation des terres ainsi que la démographie humaine et la consommation d'énergie. Parmi les données secondaires, on trouvera des titres de journaux, des posts de réseaux sociaux et des actualités sur les principaux événements concernant l'environnement. Les créateurs de la boîte ont décidé d'y coder et d'y stocker leurs données dans différents formats, y compris le code binaire. Les instructions sur la manière de récupérer toutes ces précieuses informations seront gravées sur l'extérieur de la boîte. Certains des plus grands cerveaux travaillant sur ce projet craignent que cela puisse donner envie à certains curieux de forcer la boîte bien avant qu'il soit temps de le faire. Le disque dur alimenté à l'énergie solaire aura suffisamment d'espace pour collecter des données pendant 50 ans. Les modèles scientifiques les plus pessimistes ne prédisent pas la fin du monde avant cette date. Ce grand malheur n'arrivera peut-être même que dans des siècles. L'idée d'une boîte qui enregistre tout ce qui se passe avant un accident d'aviation est née au milieu du XXe siècle. À cette époque, le premier avion à réaction du monde, le de Havilland's Comet, s'est écrasé 7 fois en 2 ans, faisant 110 victimes. Le département australien de l'aviation civile voulait savoir ce qui avait causé ces accidents. Parmi les experts, il y avait le docteur David Warren, un chimiste spécialisé dans les carburants. Il se rendit compte qu'on n'avait tout simplement pas assez de données pour tirer des conclusions. Il n'y avait personne pour dire ce qui s'était passé avant l'accident. Il se souvenait avoir vu un dictaphone enregistrer du son sur un fil d'acier lors d'une foire commerciale. Alors, il écrivit à son supérieur pour lui proposer de concevoir un enregistreur de voix qui suivrait ce qui se passait dans le cockpit. Les données de vol seraient également enregistrées et stockées dans une boîte incassable. L'aviation n'était pas très importante en Australie à cette époque, alors l'idée n'intéressa pas le supérieur en question. Mais Warren commença quand même à travailler sur un prototype dans son garage. Il montra son dispositif au secrétaire de la British Air Registration Board, de passage en Australie, et celui-ci adora l'idée. Bientôt, le Dr Warren put constituer toute une équipe pour l'aider à développer un prototype de pré-production. Son invention ne porte en réalité pas le nom de boîte noire, mais d'enregistreur de vol. Et elle est orange, pas noire. Nous disons probablement qu'elle est noire parce qu'elle prend cette couleur après un accident. Ou peut-être parce que les premières boîtes étaient peintes comme ça afin d'éviter la réflexion solaire. Ou parce que c'est le nom que les scientifiques donnent aux appareils, avec entrée et sortie de données et un fonctionnement interne complexe. Donc, l'enregistreur de vol se compose de 2 parties, un enregistreur de données et un enregistreur vocal. Historiquement, il s'agissait de 2 boîtes, mais maintenant il s'agit de 2 cylindres. L'enregistreur de données conserve les paramètres de vol. Les gaz d'échappement, la température, le débit de carburant, la vitesse, l'altitude et le taux de descente. Le 2e cylindre enregistre les sons dans le cockpit pour qu'on puisse analyser les communications avec le contrôle aérien en cas d'accident. L'appareil n'enregistre que pendant 2 heures, puis efface ces données. Parfois, les 2 parties sont combinées, et ça ressemble alors à une boîte. La boîte enregistre les données et les voix dans le cockpit, mais elle est en réalité placée à l'arrière de l'avion, où la structure de l'appareil les protégera en cas d'accident. La boîte noire dispose d'une balise de localisation qui s'active au contact de l'eau. Elle émet un signal pendant 30 jours. La couleur orange vif de l'enregistreur permet aux équipes de recherche de la repérer plus facilement. Parfois, il faut beaucoup de temps pour retrouver une boîte, et dans certains cas, on ne la retrouve jamais. Bien avant l'invention du premier avion, il existait une boîte noire dont la portée était universelle, l'ancienne bibliothèque d'Alexandrie. Dans l'Antiquité, les gens en Égypte, en Mésopotamie et en Grèce étaient des familiers des bibliothèques et des archives. Mais ces premières institutions avaient surtout pour but de préserver les traditions et le patrimoine. Le concept même de bibliothèque universelle n'est devenu une réalité que lorsque les Grecs ont commencé à penser en grand.
Ils étaient tellement impressionnés par ce que faisaient leurs voisins en Égypte qu'ils organisèrent des expéditions pour acquérir des connaissances. Alexandre le Grand, roi de Macédoine, voyant cette nouvelle soif de connaissances, exigea de ses compagnons, généraux et érudits, qu'ils lui rapportent tout ce qu'ils pouvaient apprendre sur les régions qui n'avaient pas encore été explorées. Cela permit de recueillir beaucoup d'informations sur la géographie et contribua à la création d'une immense bibliothèque. La plupart des informations étaient écrites en grec. On y trouvait par exemple dans le corpus de littérature les écrits d'Aristote. Selon certaines sources, au cours de cette chasse aux livres, les fondateurs de la bibliothèque arrêtaient tous les navires qui entraient dans le port d'Alexandrie. S'ils trouvaient des livres, ils les emmenaient à la bibliothèque. S'ils décidaient qu'un ouvrage était précieux, ils en faisaient une copie qu'ils donnaient à son propriétaire avec une compensation. L'original restant à la bibliothèque. Une autre histoire nous dit que Ptolémée III, petit-fils du fondateur de la bibliothèque, offrit au gouverneur d'Athènes une énorme compensation contre le droit de copier les textes des plus grands poètes. Il garda les originaux et leur renvoya des copies. C'est l'Empire romain qui, ayant accédé à la domination, brûla toutes ses connaissances, sans penser que cela les conduirait à leur propre perte. Il n'existait alors aucun moyen de diffuser les informations. Une seule source détenait donc la majeure partie des connaissances que l'humanité avait accumulées. Les grands esprits ne se contentaient pas de la remplir. Ils créaient également d'importantes correspondances entre les ouvrages, tirant le meilleur parti de la bibliothèque. Si la bibliothèque d'Alexandrie n'avait pas brûlé, nous aurions aujourd'hui des connaissances inestimables sur les personnes qui vivaient à cette époque. Certains scientifiques pensent que ce savoir aurait pu sauver les Vikings qui se sont installés au Groenland il y a plusieurs siècles. Cela aurait peut-être aussi aidé la population de l'île de Pâques à identifier et à résoudre les problèmes causés par l'activité volcanique, la latitude et les précipitations, et à restaurer la fertilité du sol. On dit qu'une personne vivant à notre époque est exposée en une journée à autant de données qu'une personne du XVe siècle au cours de toute sa vie. Et il existe une théorie selon laquelle tous les papyrus de la bibliothèque d'Alexandrie pourraient tenir sur une simple clé USB de poche. Tellement de données sont générées chaque jour que ça pourrait bien en devenir nocif. On parle alors d'une surcharge d'informations. Nous nous dirigeons vers une civilisation mondiale. Donc si toutes ces connaissances disparaissaient, nous perdrions non pas un empire, mais le monde entier.